Vous êtes une femme, vous souhaitez donner du sens à votre sexualité de couple, en faire un lieu de partage, de joie et de ressources. Je m'appelle Hélène Dumont, je suis conseillère conjugale et familiale, sexothérapeute et auteure du livre Terre éclose, la sexualité au féminin, aux éditions de l'Emmanuel. Dans la 3e saison de Sexo, je continue à vous ouvrir les portes de mon cabinet pour vous partager les questions qui me sont le plus posées et les points de repère que j'offre en réponse, afin que chacune puisse y puiser quelques pistes de réflexion sans pression. Bonjour Hélène. Bonjour Marie. Alors dans ce nouvel épisode, vous allez nous parler d'une question qui vous est régulièrement posée par les femmes que vous rencontrez. Lorsque nous faisons l'amour avec mon conjoint, j'ai mal, est-ce que c'est normal ? Que répondez-vous à cela ? Non, évidemment non. Avoir mal, c'est pas normal. La sexualité, au-delà de la reproduction, a une fonction unitive. Elle permet au couple de se rapprocher, de s'attacher l'un à l'autre, de créer de l'intimité, de la complicité, d'exprimer son amour. Et c'est donc logiquement qu'elle ne peut être reliée à l'expérience de la douleur. Bien au contraire, la sexualité du couple, sans être parfaite, amène une expérience de douceur, de joie, d'agréable, de plaisir. Plus intensément, elle permet aussi de connaître la jouissance et parfois l'orgasme, mais jamais de douleur. Et pourtant, c'est l'expérience de beaucoup de femmes que vous rencontrez. Ouais, malheureusement, on évalue à 20% le nombre de femmes souffrant un jour de douleur dans leur sexualité. Ah oui, c'est 1 sur 5. Ouais, c'est 1 sur 5. Je pense, moi j'ai l'impression même que c'est plus. En fait, ça dépend un petit peu des stats que l'on lit. En tout cas, ces douleurs ont des origines différentes et sont regroupées sous le terme de dyspareunie. On parle par exemple de vaginisme quand la femme souffre d'une contraction involontaire des muscles entourant le vagin, c'est-à-dire des muscles du périnée, ce qui rend la pénétration impossible ou très douloureuse. On parle de vulvodynie quand la douleur se situe au niveau de la vulve. La pénétration par conséquent est souvent très douloureuse aussi, voire impossible. On parle de vestibulite quand la douleur concerne essentiellement la zone de l'entrée du vagin, que l'on appelle vestibule. Bref, ces douleurs sont plus ou moins chroniques ou primaires, c'est-à-dire qu'elles ont toujours existé, ou secondaires, c'est-à-dire qu'elles sont apparues à un moment donné. Voilà. Dyspareunie, d'accord. Je connaissais pas le terme et donc les causes en sont multiples, vous dites. Oui, c'est vrai que les causes sont multiples et puis on peut rajouter aussi les mycoses, la sécheresse vaginale, certaines maladies de la peau ou encore de l'endométriose. Ah oui, ça fait partie de ça fait partie des dyspareunies profondes, ouais. Donc ces différentes pathologies sont d'ailleurs parfois autant organiques que psychologiques. En tous les cas, elles entraînent toujours une douleur à la pénétration. Donc les douleurs sont variables en intensité, en fréquence, mais aussi au niveau de leur localisation. Parfois, la femme a mal de façon superficielle à l'entrée du vagin. Parfois, elle ressent une douleur plus profonde, comme par exemple celle de l'endométriose. Ce qu'il est important de noter, c'est que la localisation de la douleur ressentie initialement peut se déplacer. Et je pense par exemple à l'endométriose. Si la douleur initiale se trouve plutôt au fond du vagin, on parle d'ailleurs de dyspareunie profonde, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle peut finalement se déplacer jusque l'entrée du vagin. Cela dépend peut-être de l'évolution de la maladie. Oui, mais en fait, c'est aussi un mécanisme psychologique. Je m'explique. Parce que la femme a mal, elle anticipe la douleur et se crispe au moment de la pénétration sous l'effet de l'appréhension, ce qui rend la pénétration encore plus compliquée et donc douloureuse. C'est pour ça qu'on a l'impression que la douleur évolue, en tout cas elle change d'endroit, mais en fait c'est parce qu'il y a vraiment cette appréhension de la douleur et la femme se crispe. Donc c'est un cercle vicieux qui parfois rend le diagnostic complexe. Prenons le cas d'une femme qui souffre d'endométriose sans le savoir. Dans un premier temps, elle ressent des douleurs au moment de la pénétration. L'appréhension de ces douleurs finit par provoquer une contraction totale du périnée qui sera analysée comme la manifestation d'un vaginisme, alors qu'au départ, ce n'est pas tout à fait ça. Le diagnostic est donc important à poser avec un professionnel de santé, gynécologue, médecin sexologue, sage-femme, pour savoir de quoi on parle. Et l'accompagnement thérapeutique sur un versant psychologique et relationnel viendra compléter cette prise en charge initiale pour optimiser la guérison et inviter la femme à repenser sa sexualité
et à en parler paisiblement avec son conjoint. Alors, nous avions déjà évoqué le vaginisme et l'anatomie du sexe féminin dans des épisodes précédents du podcast. Pour vous, il est vraiment important que les femmes connaissent mieux leur sexe. Oui, voilà, c'est vrai que moi, en tant que sexothérapeute, je me charge vraiment de ce versant psychologique et relationnel. Ah oui. Et c'est vrai que ça commence par ça, pouvoir nommer son sexe, le comprendre, avoir envie d'en prendre soin. C'est vraiment important. Cela permet de repérer déjà le normal du pas normal, sans gêne et sans honte. C'est même un enjeu de santé publique auprès des femmes et des couples. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les dyspareunies impactent de façon négative la sexualité, provoquant deux formes de souffrance. L'une personnelle, quand la femme exprime l'impression d'avoir une sexualité ou un corps qui lui échappe, et l'autre relationnelle, quand le couple ne sait plus comment faire pour dépasser les difficultés résultant de ces douleurs, de ces dyspareunies. Alors, comment accompagner ces souffrances, vous qui le faites au sein de votre cabinet ? Si la douleur ressentie constitue un frein dans la vie sexuelle de la femme, il est important de vérifier la présence éventuelle de freins psychologiques. Donc, l'exercice de la relecture de vie sexuelle de la personne ça s'avère en tout cas tout à fait pertinent dans ces moments-là. On prend le temps de réinterroger les représentations de la personne à l'égard de la sexualité pour l'aider, et si besoin, pour l'aider aussi à se positionner de façon nouvelle vis-à-vis de ses croyances, de ses valeurs, de son vécu. Et je rappelle quand même que la sexualité s'élabore en fonction de ce que nous avons vécu, de notre naissance jusqu'à aujourd'hui, de ce qui a été transmis de façon implicite ou explicite par notre environnement familial ou social et plus largement. Et 3, notre sexualité s'élabore aussi en fonction de notre rapport au corps, etc. Oui, ce vécu constitue un bagage qui influence notre intimité, notre désir ou notre plaisir, ce qui peut faciliter ou, à contrario, entraver l'accès à une sexualité sereine et joyeuse. Exactement. Si la femme est imprégnée de représentations négatives, elle aura tendance à s'en protéger à travers la mise en place d'attitudes évitantes pour ne pas se mettre en difficulté ou pour ne pas se confronter à des ressentis émotionnels désagréables. Donc, il arrive par exemple que la femme utilise l'argument de la dyspareunie pour éviter une relation sexuelle, alors qu'en réalité, le problème se situe sur un autre plan. Alors, au-delà de cette approche analytique et de façon plus pragmatique, car de nombreuses femmes ont aussi une représentation positive de la sexualité, il faut tout de même souligner que le parcours de santé lié à la dyspareunie, parcours parfois complexe, pousse certaines femmes au découragement et au constat qu'elles n'auront jamais accès à une sexualité douce et légère. Donc, elles le ressentent un petit peu comme une punition. C'est vraiment injuste, disent-elles en entretien. Donc, il faut aider la femme à démêler ce qu'elle vit au niveau émotionnel pour lui permettre d'avancer. Alors, est-ce que vous pouvez nous partager des pistes concrètes pour grandir dans sa sexualité dans un cas de dyspareunie ? En sexothérapie, j'aime bien travailler avec la femme autour de 3 paroles, 3 mots qui constituent 3 fils à tirer délicatement pour délier les nœuds et l'aider à retrouver son fil. Ces 3 mots sont consolation, restauration et autorisation. En fait, les entretiens que je vais avoir avec la femme sont un parcours d'écoute d'elle-même, parce que la parole déposée en entretien permet à la femme de s'écouter. Et c'est là qu'elle pourra faire le choix de ce qu'elle souhaite explorer, guérir, garder, transformer, adapter selon son vécu, sa personnalité et la réalité de sa dyspareunie aussi. Donc dans un langage plus émotionnel, mais bien souvent compris par la femme, il s'agira de l'aider à devenir ou à redevenir souveraine. Devenir souveraine, c'est choisir de se réapproprier sa sexualité de façon métaphorique, c'est établir son corps en royaume et se croire assez digne pour vivre un voyage érotique sans culpabilité. C'est penser avec conviction qu'on a le droit de jouir et d'aimer, quelle que soit notre histoire et quel que soit notre rythme. Donc ça, c'est votre premier mot. La relecture de vie sexuelle et l'écoute thérapeutique sont donc pour la femme un lieu de consolation. Non seulement elle se réapproprie son histoire en la verbalisant,
mais aussi elle peut la consoler ou se faire consoler de ce qu'elle a vécu si besoin. Il y a parfois de toutes petites blessures qui apparaissent comme des tout petits cailloux. C'est pas grave, mais c'est désagréable, donc autant s'en débarrasser. En travail thérapeutique, on parlera plutôt d'élaboration et parfois il y a de gros cailloux qui nécessitent un travail thérapeutique plus long, mais toujours consolateur. Donc, consoler, c'est le fait de soulager quelqu'un de son chagrin, dans sa tristesse, lui permettre de dire aussi que ce n'est pas juste. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous abordez la question de la culpabilité ou de la honte que les femmes peuvent ressentir vis-à-vis de leur partenaire ? Effectivement, les femmes peuvent ressentir beaucoup de honte et de culpabilité parce que non seulement elles ont l'impression d'être privées, voire d'être punies d'une sexualité facile, mais en plus, elles peuvent se dire qu'elles privent leur conjoint d'une sexualité épanouie. Ce sont des choses qu'on entend. La double peine. La double peine. Et elles se considèrent en fait comme la méchante du couple, la nulle du couple, c'est ce qu'elles disent. Alors, il est vrai que la dyspareunie désigne ces femmes comme portant le symptôme d'une difficulté impactant la sexualité du couple. Mais dans un premier temps, il est toujours intéressant de réexpliquer à l'homme ce dont souffre la femme. On en parle, mais en réalité, c'est plus souvent complexe parce que certains hommes peinent eux aussi à penser leur propre sexualité ou à la remettre en question. D'ailleurs, certains reconnaissent, par exemple, être mal à l'aise avec le sexe féminin et d'autres se voient comme étant celui qui blesse et ils culpabilisent pour cela. Donc on voit que c'est assez complexe. C'est intéressant ce que vous dites, que ces dyspareunies sont souvent le symptôme d'une difficulté de couple. Ce n'est donc ni tout noir, ni tout blanc, et puis ça n'aide pas le couple à se retrouver, évidemment. Ce travail d'élaboration autour de la dyspareunie, de l'histoire du couple aussi, favorise justement ce processus de consolation. Il permet d'apaiser chacun tout en aidant le couple à se ressaisir d'un scénario érotique sur mesure pour favoriser leur alliance. L'idée, c'est de se dire, la pénétration est difficile en ce moment, car trop douloureuse. Que pouvons-nous penser, mettre en place pour faire l'amour sans pénétration? C'est donc une façon de redevenir acteur dans sa sexualité et de ne plus subir les conséquences de la dyspareunie. Ça ne règle pas tout, mais ça aide. C'est une bonne première étape en tout cas. Et alors donc vous avez un deuxième mot, c'est la restauration. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce deuxième mot-clé, effectivement, pour moi, la restauration, c'est vraiment comparable à la restauration d'un mobilier ou d'une maison. C'est-à-dire qu'à la base, on avait une jolie commode ou un très beau château. Moi, je prends l'image du château carrément. Oui, ça parle beaucoup. Femme, Reine. On est toutes des petites filles. Donc, à la base, on avait une très jolie commode ou un très beau château, mais certains événements sont venus les abîmer. Quand on ouvre le dictionnaire pour découvrir la définition du mot restaurer, apparaissent les verbes réparer, bien entendu, mais aussi rétablir sa santé ou encore remettre une dynastie sur le trône. Donc la restauration en thérapie nous permet de penser à un travail de réparation du corps, mais aussi de redressement de la tête, puisqu'on revient, on essaye de remettre la femme sur le trône. En tout cas, on l'encourage à y revenir. Et la femme est vraiment cette femme qui redevient souveraine, qui relève fièrement la tête et qui bascule ses épaules en arrière pour avoir ce port de reine. Ah oui, c'est effectivement très positif. Donc la restauration, ça passe donc par un travail sur l'estime de soi en fait. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Parce que c'est vrai, les dyspareunies provoquent bien souvent une altération de l'image corporelle, altération qui impacte directement l'estime de la femme, l'estime en tout cas que la femme a d'elle-même de façon plus globale. Donc apprendre à aimer son corps et plus sensiblement son sexe, c'est une étape incontournable pour que la femme puisse les investir comme source de désir et de plaisir. Donc ça, c'est très important. Donc ça passe par un état des lieux de l'estime globale et corporelle dans un premier temps, puis par un état des lieux de la bonne connaissance de son sexe, afin qu'elle puisse un jour visualiser un sexe sur mesure, rose, souple, qui peut s'ouvrir, qui peut être pénétré sans douleur, qui peut accueillir le sexe de l'homme en érection, son invité. Voilà, l'homme devient vraiment l'invité de la femme.
il est question pour la femme de s'approprier un sexe qui, jusque-là, semblait lui échapper. Ce travail de restauration doit-il être complété par un accompagnement avec un professionnel de santé comme un kinésithérapeute ou une sage-femme ou un ostéopathe ? Oui, c'est le travail en sexothérapie, c'est vraiment important, mais c'est vrai qu'un travail avec un professionnel de santé, c'est essentiel et je pense que ça conditionne vraiment la guérison. Il faut que la femme puisse apprendre concrètement à ressentir ses muscles, à les contracter, à les décontracter, à respirer, à savoir comment atténuer la douleur. Et ça, certains kinés, certains ostéopathes, certaines sages-femmes le font très bien, l'accompagnent très 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 bien. L'idée, c'est que la femme puisse redevenir celle qui choisit de s'ouvrir ou de se fermer à sa manière et à son rythme. Ce n'est plus la douleur qui décide, hein. La douleur devient un indicateur que la femme écoute afin de lui apporter une réponse adaptée. Donc on est vraiment dans ce travail de restauration que vous évoquiez, où la femme redevient souveraine. Effectivement, c'est elle qui reprend vraiment le fil et la direction de son corps, de sa sexualité. Oui. Alors souvent, il faut aussi parler du sexe de l'homme, hein, le fameux invité, afin que la femme puisse déposer ses appréhensions comme celle, par exemple, d'être déchirée par un sexe en érection. Mais aussi quand la femme elle-même a besoin de restaurer ce sexe masculin, parce que son histoire fait qu'elle pose aujourd'hui sur le sexe de l'homme ou sur la sexualité masculine un regard blessé. L'objectif est qu'elle puisse l'apprivoiser de façon apaisée, le penser comme source de joie et de plaisir. Le sexe de l'homme, je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est un invité dans ce temple qu'est le vagin de la femme, et c'est ainsi que la pénétration doit être pensée. Alors, que dire enfin de la parole d'autorisation, ce qui est votre troisième mot-clé ? Oui, la parole d'autorisation arrive comme un point d'orgue à l'issue de la thérapie. La femme peut enfin s'autoriser à vivre une sexualité épanouie. C'est vraiment dire j'ai le droit de m'élancer en tant que femme, à ma manière, à mon rythme, même si mon sexe ne fonctionne pas comme je le voudrais. J'ai le droit de guérir et il existe pour cela des outils, des professionnels qui pourront m'aider dans ce chemin de guérison. Je vais m'en saisir et en ressortir grandi. Merci beaucoup Hélène. Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos sœurs et amis, pour qu'elles puissent en bénéficier. Vous pouvez aussi mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast afin que le podcast soit connu par le plus de femmes possible. Et si vous êtes branchés réseaux sociaux, rejoignez-nous sur le compte Instagram des podcasts de Famille Chrétienne. N'hésitez pas à faire part de vos interrogations, de vos remarques et suggestions de sujets. Et à la semaine prochaine.